Alors, on reprend, on en était à la maclotte. Donc, la maclotte, c'est une danse. Vous avez une note dans votre édition qui vous dit que c'est une danse folklorique de l'Ardenne. En fait, oui et non. C'est une danse wallonne, mais au départ, c'est une danse de marins. En fait, le terme maclotte, on l'utilise pour évoquer les danses de marins qu'on danse dans les villages au retour des matelots. Donc, c'est les matelots qui, quand ils reviennent dans leur village, rapportent ces danses qu'on danse normalement sur les bateaux. Et c'est effectivement une danse sautillante qui se fait en faisant des pas, d'abord en sautillant puis en martelant visiblement, et sont des danses villageoises, des danses populaires. Et ici, le vers est un vers purement descriptif. Apollinaire nous donne une information, il nous dit quelle dansait cette petite fille. Donc on sait d'où elle vient au niveau géographique, cette petite fille. Elle vient du nord de la France ou de la Flandre ou de toute de la Belgique. Et elle est d'un milieu populaire, cette fameuse Marie. Toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? On est passé du passé, vous y dansiez, au présent, c'est la matelote qui sautille, c'est ça que dansent les femmes. Au futur, toutes les cloches sonneront. Ça reste très mystérieux en fait tout ça. Alors on peut se demander pourquoi les cloches peuvent sonner. Les cloches, par exemple, elles sonnent au moment des enterrements, elles sonnent au moment des grands dangers, elles sonnent également au moment des mariages. Donc l'environnement global ici, si on pense à une jeune fille qui danse, à une jeune fille qui danse dans un milieu populaire et que les cloches sonnent, on peut imaginer que l'environnement, c'est l'environnement d'un mariage, d'une noce de village, qui est décrit ici par Apollinaire, peut-être comme dans les tableaux de Bruegel, par exemple. Bruegel, c'est un peintre flamand qui a peint la noce au village et d'autres tableaux comme ça, reprenant des scènes de la vie populaire et de la gaieté populaire. On a quand même un indéfini, toutes les cloches sonneront, qui généralise la situation. Alors on ne sait pas si ce sont toutes les cloches du même village, ou si on a ici à faire une réelle hyperbole, toutes les cloches dans l'absolu, qui sonneraient, et à ce moment-là, on aurait à nouveau la fantaisie d'Apollinaire qui crée quelque chose d'impossible. Je vous rappelle, Apollinaire, inspirateur essentiel du surréalisme, donc les choses impossibles ne sont pas rares dans ce qu'il évoque dans ses poèmes. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Il s'adresse à nouveau directement à la jeune fille. On avait une première adresse au vers 1, une deuxième au vers 2 et une troisième. Donc 3 adresses à Marie dans le même poème. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Ce qui évoque le thème de l'absence, du départ, de la perte. Le poète s'interroge sur la possibilité qu'il aura de revoir cette jeune femme dont visiblement il est séparé. Donc là, encore, le mystère subsiste, mais ce qui est inséré ici, c'est l'inquiétude du poète. L'inquiétude de ce locuteur, celui qui parle, qui est en train de s'adresser directement à ce personnage dont on ne sait rien, mais qui s'adresse à elle avec inquiétude, avec une certaine sollicitude. C'est une demande qu'il lui adresse, ce n'est pas une simple question informative. Quand donc reviendrez-vous, Marie? C'est une façon de lui demander de revenir. Ça introduit le thème amoureux. En fait, c'est là où je veux en venir. Donc ça introduit le thème amoureux, mais de façon extrêmement délicate. Les masques sont silencieux et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimez à peine, et mon mal est délicieux. Donc, cette strophe, elle n'est pas du tout caractéristique d'Apollinaire. Je vous en parlais dans les questions. On a une strophe verlainienne. Le texte qui me paraît de façon évidente être caché dessous, on appelle ça un hypotexte en littérature, H-Y-P-O. Hypo en grec, ça veut dire dessous. Donc le texte qui me paraît être caché dessous, c'est le colloque sentimental des Fêtes galantes de Verlaine, poème non, pas le colloque sentimental, Clair de Lune. Clair de Lune, dans les Fêtes galantes, celui qui commence par Votre âme est un paysage choisi, où vont charmants, masques et bergamasques. Donc les masques et les bergamasques sont présents ici. Les masques qui sont silencieux, ce sont les masques du poème de Verlaine, qui dit la séparation d'un couple à la fin d'une fête.
C'est un poème sublime. Si vous l'avez jamais lu, mais allez le lire là tout de suite, maintenant, vous arrêtez tout et vous allez lire ce poème, c'est une pure merveille. Alors peut-être que vous ne comprendrez pas tout parce que Verlaine c'est compliqué, c'est extrêmement fin, extrêmement délicat, extrêmement raffiné. Donc parfois ça demande qu'on creuse un peu et qu'on relise et qu'on fasse attention aux détails, etc. Mais c'est une pure merveille. Donc c'est ce qui est présent ici, parce que dans le poème de Verlaine, tout commence en musique, et en fait progressivement, donc on voit des gens qui dansent sur de la musique, et les chanteurs sont évoqués, et puis progressivement la musique s'éteint, on ne voit plus que les gens qui bougent, et puis progressivement c'est le silence dans le jardin, et c'est une façon extrêmement raffinée, délicate, poétique, belle, etc., etc., de dire l'échec de la rencontre amoureuse entre les deux personnes qui se sont croisées lors de ce bal. Donc les masques sont silencieux et la musique est si lointaine, on a tout l'environnement verlénien, donc quelque chose qui relève, enfin dont la beauté s'appuie sur la faille, sur l'échec, sur l'imprécis. Vous avez appris l'art poétique de Verlaine, hein, où l'indécis au précis se joint. Donc quelque chose d'indécis, quelque chose d'imprécis, quelque chose qui est vague, quelque chose qui n'est pas définissable, qu'on ne peut pas saisir exactement. C'est ça qui charme Verlaine, c'est ça qu'Apollinaire reprend ici. Vous voyez l'idée du mystère, du flou et du vague. Donc cette musique, c'est la musique sur laquelle les femmes dansent, la musique est évoquée, parce que dans la première strophe, on avait la danse, mais la danse, elle ne se fait pas sans musique. Donc la musique était implicite, elle était sous-entendue. Dans le premier vers, la première strophe, elle n'était évoquée, les sons étaient évoqués par les cloches, mais on ne danse pas sur une sonnerie de cloche. Alors qu'ici, la musique apparaît de façon explicite, directe, au moment où elle est déjà loin, au moment où elle n'est déjà plus dans notre environnement direct. Et les masques qui représentent les personnes, mais les personnes qui se cachent, les personnes qui ne donnent pas leur identité, les personnes qui restent dans le mystère, ces masques n'ont pas accès à la parole, ces masques ne chantent pas, ces masques ne parlent pas. Or le silence, c'est l'opposé absolu de la poésie, comme c'est l'opposé absolu de la musique, et en même temps c'est l'espace nécessaire pour la poésie et pour la musique. S'il y a trop de bruit, on ne peut pas parler. S'il y a trop de bruit, on n'entend pas la musique. Donc il faut qu'il y ait du silence pour que la musique apparaisse, il faut qu'il y ait du silence pour que la poésie apparaisse. Et donc beaucoup de poètes ont travaillé sur cette antithèse complémentaire entre parole et silence, entre musique et silence. Je crois que c'est Sacha Guitry, un auteur assez extraordinaire, très drôle, très érudit, qui avait beaucoup d'esprit de la première moitié du XXe siècle. Sacha Guitry disait le silence qui suit un morceau de Mozart, c'est encore du Mozart. Ben, c'est un peu ce qu'on a ici. Les masques sont silencieux avec la diérèse sur le ieux de silencieux, et ça fait penser aussi à Verlaine, cette espèce de jeu sur les mots, cet écartèlement des sons. Vous entendez en plus l'allitération en S, les masques sont silencieux, donc allitération en S assez marquée, qu'on retrouve au vers suivant, et la musique est si lointaine, c'est très fluide, ça fait comme un chuchotement. En fait, vous voyez, l'allitération en S ici, elle dit le silence, elle dit les sons étouffés, elle dit quelque chose d'atténué au niveau musical. Et on a un intensif, la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Et ça retourne la situation en fait, parce que finalement, cet amuissement, cette atténuation des sons, et donc de la gaieté, cette atténuation de la fête, elle débouche, elle ouvre sur quelque chose de spirituel, qu'elle semble venir des cieux. On a l'impression que c'est quelque chose de magique, que c'est quelque chose de surnaturel qui arrive parce que c'est pas accessible, parce que c'est lointain, parce que c'est mystérieux, parce qu'il y a des masques, etc. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimez à peine, et mon mal est délicieux. Oui, je veux vous aimer. L'amour d'ordinaire n'est pas un acte de volonté. D'ordinaire, on subit l'amour. L'amour, c'est ce qu'on appelle une passion. On parle de passion amoureuse. Et le mot passion vient de patior en latin, P-A-T-I-O-R. Et patior en latin veut dire souffrir. Et ça veut dire, le premier sens de patior, c'est subir. Donc ça a donné passif. Quand on est passif,
on subit. Donc la passion amoureuse, on ne la décide pas, je ne décide pas d'aimer monsieur machin ou d'aimer madame truc, ça me tombe dessus, ça se fait comme ça, et d'ailleurs la science a beaucoup travaillé dessus, ça fait partie d'un des mystères qui reste à percer dans le fonctionnement des humains, on n'a aucune idée exacte de savoir pourquoi on tombe amoureux d'un tel ou d'un autre, il y a des facteurs chimiques, des facteurs hormonaux, etc. Mais ça ne suffit pas à expliquer l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un. Alors l'attirance physique, elle peut se justifier, entre autres par des facteurs hormonaux, par l'échange de phéromones, mais l'amour en tant que sentiment profond, c'est quelque chose qui reste incompréhensible et qui, dans sa violence, reste aussi assez mystérieux. Or ici, il est associé à la volonté. Donc c'est un acte de volonté. Ce qui nous est déjà dit ici, c'est suggéré par le silence et par l'affaiblissement de la musique, par l'éloignement de cette fête qui est évoquée au premier vers, c'est que elle ne l'aime pas. Et que lui maintient son amour malgré le rejet, malgré le refus qu'il subit. Je veux vous aimer, et c'est confus, hein. La notion de volonté, elle est rendue plus insistante par le oui du début. Oui, je veux vous aimer. Donc c'est une affirmation de la part du poète, alors même que visiblement cet amour n'est pas réciproque. Mais vous aimez à peine. Alors là, il y a une ambiguïté dans à peine. Je ne sais pas si vous l'avez senti quand vous avez lu le poème, parce que à peine, ça veut dire un petit peu. Donc vous aimez un petit peu, et là on est dans Verlaine. Vous voyez, vous aimez, mais sans insister, vous aimez, mais sans appuyer le trait, avec finesse, avec douceur, juste en effleurant. Donc vous vous souvenez, Verlaine définissait sa propre poésie comme un frisson d'eau sur de la mousse. C'est exceptionnel ça, un frisson d'eau sur de la mousse. Donc c'est ça, vous aimez à peine, je ne vais pas vous importuner, je vais vous aimer, mais un tout petit peu. Alors c'est à 1 000 000 d'années-lumière de la biographie d'Apollinaire. C'est peut-être pour ça que ici on a quelque chose qui relève du vœu pieux, en fait, de ce que Apollinaire voudrait pouvoir faire, mais que de toute façon en tant qu'homme, il est incapable de faire. C'est en tant que poète qu'il va réussir à le faire. Mais en tant qu'homme, il ne peut pas. Quand on étudie la relation qu'il avait avec le peintre Marie Laurencin, avec qui il est resté quand même assez longtemps, c'est peut-être sa liaison la plus profonde, la plus réciproque, la plus longue. Marie, elle l'a quitté parce qu'il était insupportable en fait. Il était jaloux, il était possessif, il était conjugal, nous disent les témoins qui les ont connus et qui en ont parlé. Donc il fonctionnait comme un mari possessif et jaloux, et Marie Laurencin, qui était une femme très libre, elle n'a pas supporté ce côté très, très contraignant de l'amour d'Apollinaire. Et ça a commencé très jeune, quand on voit sa première relation avec la jeune gouvernante qu'il a poursuivie jusqu'en Angleterre, qu'il a à moitié harcelée. On se dit qu'il n'est pas à peine Apollinaire, il est à fond. Et il est lourd dans la vraie vie, dans le domaine amoureux. À côté de ça, il a beaucoup d'humour, il est très fin. Mais dans le domaine amoureux, il est plutôt pesant comme bonhomme. Donc là, on a quelque chose qui relève d'un programme différent. Et puis le deuxième sens de à peine, c'est lié au sens du mot peine, qui veut dire douleur. Vous aimez à peine, ça veut dire vous aimez pour la douleur. Je suis prêt à vous aimer, quitte à en souffrir, je suis prêt à vous aimer. Oui, comme on dit, j'achète quelque chose à crédit. Je suis prêt à vous aimer, même si c'est douloureux, et même surtout si c'est douloureux, et peut-être même parce que c'est douloureux. Il y a une espèce de complaisance dans la biographie d'Apollinaire envers la souffrance amoureuse, comme chez Verlaine, comme chez Musset. On a des tempéraments très proches. Apollinaire est très proche de Musset. Il y a le côté très romantique, très idéaliste, le côté très sensible, à fleur de peau, le côté facétieux, fantaisiste, prêt à faire des blagues. On a des personnalités très, très proches. Donc je veux vous aimer à peine, c'est ambigu. Et le deuxième sens, celui qui associe l'expression à la souffrance, à la blessure amoureuse, pensez à Aragon par exemple. On avait écouté ce poème quand on avait fait l'introduction à la poésie, Il n'y a pas d'amour heureux, qui a été chanté merveilleusement par Brassens, repris par plein de chanteurs. C'est de ça qu'il est question, oui.
et mon mal est délicieux. Donc cette notion de souffrance, de peine, de douleur, c'est elle qui est développée, qui est complétée par le vers suivant. Donc vous voyez, cette ambiguïté, elle est confirmée par le vers suivant, avec l'apparition du mot mal, l'allitération en M, qui associe aimer, mais, et avec mon mal. Donc on a quelque chose qui relève de la cohérence, vous voyez. Le mal fait partie de l'amour. C'est l'allitération en M qui vous le dit. Vous voyez, ça se... donc il y a un très beau poème de Marbeuf qui dit ça, c'est un peu du 17e, assez chouette. Et le premier vers, c'est et la mer et l'amour ont la mer en partage. Donc la mer, M-E-R, et l'amour ont la mer, L'-A-M-E-R. Donc et il fait tout un développement sur l'amertume de l'amour, que l'amour, bon, c'est sympa un peu, mais qu'en fait, dans 90% des cas ça fait mal, ça fait souffrir. Mais ici, on a, là encore comme chez Verlaine, c'est pour ça que la strophe est très verlainienne, l'association entre le plaisir et la douleur. Et mon mal est délicieux. Il y a une gourmandise de la souffrance, comme il y a une gourmandise des mots, une gourmandise de la souffrance, parce que quand on souffre, on se sent parfaitement vivant, en fait. On ne vit jamais aussi intensément son amour, ses sentiments, que lorsque on est blessé. Donc c'est ça que nous dit Apollinaire, et c'est pour ça qu'il y a autant de poèmes sur la blessure amoureuse. Alors vous n'avez pas lu Marie-Noël, mais vous devriez lire Marie-Noël, parce que c'est juste une merveille. Si vous lisiez Marie-Noël, vous auriez la même chose. Chez Marie-Noël, c'est-à-dire un chant permanent, un chant mélancolique autour de la souffrance amoureuse. Si vous lisez Musset, vous avez la même chose. Un chant magnifique. Pensez à ces vers des nuits de Musset. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Ça, c'est totalement romantique. Et donc, c'est ce qu'on retrouve ici, et on va le retrouver chez les symbolistes aussi. Vous avez appris l'Albatros, vous voyez, pourquoi est-ce que Baudelaire écrit? Parce qu'il souffre. On nous dit souvent les gens heureux n'ont pas d'histoire. Quand Chodalot de Laclos écrit Les liaisons dangereuses, dont on a parlé quand on a travaillé sur Beaumarchais, il écrit le roman de l'amour malheureux. À la fin, ils meurent tous parce qu'ils se sont blessés mortellement les uns les autres dans leur âme, dans leur cœur. Et donc, ils en arrivent à se blesser physiquement et à s'entretuer. Et puis, on lui a demandé, après, quand il avait écrit, quand il a fini les liaisons dangereuses, on lui a dit, bah, maintenant, il faut faire le parallèle. Il faut faire le roman de l'amour conjugal, parce que lui, c'est un super mari, il a été super fidèle, attentionné, bon père de famille, etc. C'était pas du tout un libertin. Et il a répondu, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et donc, on a cette idée-là que la création, elle se nourrit de la souffrance. C'est ça qui nous oblige à sortir de nous-mêmes. Parce que quand on est heureux, on vit, en fait, à la rigueur. Alors, on fait 2-3 petits poèmes, 2-3 chansons pour dire qu'on est heureux. Mais moi, ça, c'est Ed Sheeran qui fait ça, vous voyez, pour dire qu'il est content, il est amoureux, il fait perfect, très bien, tout le monde danse. Mais le vrai chant, il va se nourrir des blessures, de la souffrance des artistes. Et la diérèse, ici, insiste sur l'adjectif délicieux, et donc sur ce plaisir qu'on va quand même trouver dans le fait d'avoir mal. Les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine et ceux d'argent des soldats passent, et que neige un cœur à moi, ce cœur changeant, changeant, et puis encore que sais-je où s'en iront tes cheveux, et puis la suite. La rupture est complète avec ce qui précède. Elle est complète au niveau des thématiques abordées, elle est complète au niveau de la musicalité, parce que vous avez vu dans la première strophe, on avait 5 vers, 5 phrases, 5 unités de sens. Dans la deuxième, les enjambements commençaient, les masques sont silencieux et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Donc on avait des propositions, première proposition, deuxième proposition, troisième proposition. La phrase prenait les 3 vers, mais chaque proposition avait du sens toute seule. Alors que là, on va arriver dans un flow, dans quelque chose de fluide, tout va s'enchaîner, ça n'a plus de sens si on s'arrête à la fin du vers, il faut suivre, il faut enchaîner sur le vers suivant, et ce pour les 2 strophes centrales. Et on voit ça dans la deuxième partie.